Ok, c'est bon. Je crois qu'on est en live sur Facebook et du coup, on va pouvoir commencer. Ouais, c'est bon. Du coup, bonjour et bienvenue à tous. Donc, pour le festival Game Over. Du coup, cette troisième édition du festival, enfin, c'était même, parce qu'on touche à la fin. 10 jours de conférences qu'on a dû passer en webinaire à cause de la situation sanitaire. C'était aussi des ateliers en présentiel au niveau de Grenoble. Et c'était aussi plusieurs dizaines d'étudiants qui, sur leur temps libre et durant cette période sanitaire compliquée, euh, des étudiants qui ont tout donné pour proposer un festival qui, on l'espère, vous amènera à réfléchir, découvrir et agir pour les transitions que notre monde doit connaître. Du coup, une thématique qui revient régulièrement lorsqu'on parle de transition, justement, c'est la question de l'alimentation animale. Alors, du coup, pour essayer d'y voir un peu plus clair, le Festival Game Over est très heureux d'accueillir Brigitte Gauthier, donc cofondatrice de l'association L214. Donc, merci Brigitte d'être avec nous ce soir. Eh Euh, ben, je suis ravie. Merci beaucoup de l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Au passage, je rappelle que vous pouvez écrire vos questions. Donc, en bas, vous avez un bouton Q&R. Donc, vous pouvez écrire vos questions dedans. Et donc, on va, on va faire souvent, je pense, des moments un peu questions-réponses pour essayer d'apporter le maximum de réponses. Et du coup, Brigitte, si je me trompe pas, tu vas d'abord nous présenter un peu l'association L214, mais aussi, enfin, les raisons de son existence, son historique, un peu, voilà, tout ça. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et comme ça, après, on pourra poser toutes ces questions. Mhm. Brigitte, écoute, je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup. Alors, j'ai fait une presse sur laquelle je vais passer assez rapidement, je l'espère, mais je sais que je suis toujours plus longue que plus rapide pour essayer de vous faire un petit tour d'ensemble de la problématique à laquelle, avec L214, on a la prétention de s'attaquer. Donc effectivement, si vous êtes sur une semaine où vous vous posez des questions sur la transition pour aller vers un monde plus soutenable, on propose aussi cette transition sans oublier personne, c'est-à-dire ne pas oublier les animaux. Donc L214 au départ, qu'est-ce que c'est? C'est une poignée de personnes pour qui c'était impossible de rester impassible devant l'injustice. C'est une association qui a une croissance soutenue. On a commencé en 2008 avec une poignée de bénévoles. Aujourd'hui, L214 revendique 48 000 membres à jour de leur cotisation, 75 salariés et des actions un petit peu dans pas mal de domaines, mais qui touchent toute la question animale, la question des animaux, en essayant de faire reculer la cruauté qui leur est faite d'un côté, les animaux qui sont utilisés dans la consommation alimentaire, et de l'autre, essayer de faire diminuer le nombre d'animaux tués. Et on va voir que de toute façon, c'est corrélé avec des questions environnementales, des questions sociales, etc. Alors, le périmètre d'L214, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est connu, c'est d'aller chercher des preuves sur le terrain, donc de documenter de façon filmée ce qu'on peut voir dans les élevages, pendant les transports, les abattoirs, et aussi sur la question de la pisciculture, ce qui se passe pour les animaux. On appuie ces sorties d'enquête sur de la documentation scientifique, sur des publications professionnelles et sur tout ce qui est l'aspect réglementaire. Évidemment, on va y accoler aussi des arguments basés sur l'éthique, voilà, éthique de façon large, plutôt éthique utilitariste. Et voilà, essayer de se poser les questions de la balance des intérêts. Est-ce que mon plaisir à manger de la viande justifie que je fasse élever et tuer des animaux? Ça, c'est une des questions qu'on pose. On a beaucoup de questions et les questions sont souvent plus nombreuses que les réponses, mais quand même, on a un certain nombre de réponses. Et puis, on a une certitude, c'est que collectivement, on peut être assez malin, assez intelligent pour mener un réel changement. Et je pense que si vous participez à cette semaine Game Over, c'est que vous êtes aussi convaincu que peut-être nous faisons partie de la solution, plutôt que de voir l'autre côté où on fait partie du problème. Euh, voilà, faisons partie de la solution.
Je vais parler de questions qui sont soulevées depuis très, très longtemps. Pythagore, qui a dû vous torturer pendant votre enfance avec ses fameux triangles rectangles, s'intéressait déjà à la question animale et posait la question de notre consommation de viande en disant que, bah, pourquoi tuer des animaux alors qu'on peut s'en passer? Et c'est Claude Lévi-Strauss, encore récemment, qui essaye de nous faire un pas de côté en disant que, peut-être qu'un jour, on se posera la question, on regardera en arrière en se disant: «Mais comment on a pu élever et tuer autant d'êtres vivants?» Autant se satisfaire de ce fait, peut-être de la même façon que, quand il y a eu des voyageurs au XVIe ou au XVIIe siècle, quand ils sont tombés sur les repas cannibales, ils ont eu quand même un petit gloops. Voilà, sachant que, je vous invite à lire Florence Burga, qui est philosophe et qui, nous interroge sur, le cannibalisme de gourmandise qui existait. Parce que souvent on a une image, les cannibales, ils mangent pour être plus forts et cetera, ils ont bien des raisons. Non, non, il y avait aussi, juste parce que c'est trop bon. Alors sans aller trop loin dans la philo, on a des preuves qui s'accumulent pour dire que, les animaux sont des êtres doués de sensibilité. C'est aujourd'hui reconnu dans le droit, notamment dans le code civil, capables d'éprouver des émotions, d'éprouver des choses, subjectivement, d'avoir des expériences, vécues qui comptent pour eux. Et donc, ces preuves, elles s'accumulent non seulement pour les animaux vertébrés, notamment les mammifères, mais aussi pour les oiseaux et y compris pour les poissons. Actuellement, là où il peut y avoir débat scientifique, ou en tout cas il n'y a pas de consensus, c'est sur la sensibilité des insectes. Alors la science, elle nous dit des choses aujourd'hui, mais elle n'a pas toujours dit la même chose, hein. On est parti quand même de Descartes et son animal-machine à aujourd'hui quelqu'un comme Franz de Waal, éthologue, qui nous interroge, qui vient nous titiller en nous disant: «Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» C'est Alain Boissy aussi, qui est actuellement directeur de recherche à l'INRA, qui dit que souvent, on a étudié les animaux par la biologie, tout simplement, alors que les humains étaient étudiés sur la biologie, mais aussi les sciences humaines et sociales. Et du coup, on avait, une certaine cécité par rapport à qui sont les animaux. Et là, c'est en train de se rattraper. Alors, on l'a rattrapé, quand même sur, la question des grands singes, mais c'est vrai que sur les animaux qu'on consomme aujourd'hui, le fait de savoir qu'ils sont intelligents, qu'ils ont des formes de conscience et tout ça, ça pourrait nous mettre, un petit peu mal à l'aise. Sur la douleur, j'espère qu'il y aura pas trop de questions là-dessus. Il y a pas photo. La douleur, elle est reconnue. Elle est même reconnue par l'INRA avec une expertise collective en 2009, même pour les situations, dans des systèmes d'élevage. Et puis la conscience, peut-être moins connue, en juillet 2012, groupe d'éminents chercheurs en neurosciences cognitives, neuropharmacologie, neurophysiologie, neuroanatomie, neurosciences computationnelles, ils se sont réunis ensemble pour nous sortir quelque chose d'assez, basique finalement, orienté justement vers un public qui n'est pas scientifique, pour nous dire que les animaux ont une conscience. Voilà, et que ça, eh ben, il va falloir le retenir. Cette conscience, elle a ensuite été reprise aussi par, l'INRA en 2016, donc en France, INRA, Institut national de recherche agronomique, un des pôles scientifiques, en France. Et puis l'ANSES, là aussi en France, s'est penché sur la question de qu'est-ce que le bien-être animal défini, essayer d'avoir une définition, et donc ils le définissent comme des états mentaux et physiques. Donc ils reconnaissent les états mentaux, des animaux et physiques, voilà, la douleur et cetera, positifs liés à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Donc on considère que les animaux ont des attentes. Quelles conséquences pratiques, de toutes ces découvertes, jolies découvertes dans les années 2000? Est-ce que, on a changé nos pratiques, notamment vis-à-vis de l'élevage, l'abattage, la pêche? Eh bien non, rien, nada, que dalle, rien n'a changé pour ces animaux qui représentent quand même 99 des animaux exploités par, les êtres humains. Le nombre d'animaux tués chaque année pour notre consommation alimentaire, en France, c'est plus d'1 milliard d'individus qui sont tués chaque année dans les abattoirs. Donc là, on parle de vertébrés terrestres, soit plus de 3 millions par jour. Et par une règle de 3 par rapport à ces plus de 1000 milliards de poissons, sans compter les crustacés et tout ce qu'on appelle les prises accessoires, on est à plus de 1000 milliards. 1000 milliards, c'est la fourchette basse.
Je rappelle qu'on est à peu près 100 milliards d'êtres humains à s'être succédés sur cette planète depuis les débuts de l'humanité. Et voilà, donc regardez, on tue plus de 1000 milliards d'animaux chaque année. C'est gargantuesque. En France, on est à 80 d'animaux qui sont détenus en élevage intensif. Ça compte les animaux qui sont abattus. 80 des animaux abattus viennent d'élevage intensif. C'est une grande proportion des poulets de chair, une grande proportion, quasiment la totalité des lapins qui sont élevés en cage de batterie. 95 des cochons qui sont élevés sur caillebotis en bâtiment clos. Les caillebotis, c'est ces sols ajourés qui laissent passer les excréments en travers. Et puis les poules pondeuses qui sont élevées en cage, 47 c'est un chiffre qui a beaucoup baissé depuis 2008, année de la création d'L214, mais par l'action conjuguée des consommateurs et des associations, ce chiffre a pas mal baissé puisqu'on a obtenu plus de 150 engagements d'entreprises, que ce soit les supermarchés, les fabricants, l'hôtellerie-restauration ou les producteurs eux-mêmes, à ne plus utiliser d'ici 2025 d'œufs de poule élevés en cage de batterie, ce qui montre que l'action citoyenne, elle peut apporter des changements dans ce qui se passe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des animaux aujourd'hui qui sont abattus en France proviennent d'élevages intensifs, des élevages où ils n'ont pas accès à l'extérieur. C'est par exemple le cas de ces poules pondeuses. Encore aujourd'hui, hein, il y en a de nombreuses qui sont en cage. L'élevage intensif, c'est aussi de la génétique et la recherche d'une alimentation pour engraisser plus, faire naître plus, produire plus, donc plus de petits, plus de lait, plus d'œufs. C'est le cas pour un certain nombre d'animaux. Par exemple, là, vous avez ces vaches qui sont de véritables bodybuilders, les blancs bleus belges, pour optimiser la production de viande. Mais vous allez retrouver ça aussi au niveau des vaches laitières. Les vaches laitières, pour leurs petits, elles ont besoin d'à peu près 5 litres de lait par jour. Aujourd'hui, avec les croisements qu'on a fait, avec l'alimentation qu'on leur donne, les conditions d'élevage qui sont les leurs, on arrive à des vaches laitières qui produisent 50 à 60 litres de lait par jour. Donc 10 fois plus que ce qu'elles seraient en capacité de faire. Les cadins à foie gras, ben, on les gave pour déclencher chez eux une stéatose hépatique et faire prendre à leur foie 8 à 10 fois sa taille normale. Les poules pondeuses, on leur fait pondre à peu près 300 œufs par an, alors qu'elles en font quelques dizaines quand elles sont dans la nature. Et les poulets de chair grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950. Voilà, donc on a vraiment là-dessus. Et ça a des conséquences sur la santé des animaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous recueillez un petit poussin qui est issu de la filière poulet de chair, vous avez toutes les chances qu'il ait des problèmes de boiterie, qu'il ait des problèmes de surpoids, etc., puisqu'il a été optimisé pour grandir le plus rapidement possible sans tenir compte de ses autres organes. Par exemple, ce poulet qui est dans un élevage intensif, donc élevage intensif, pas d'accès à l'extérieur, sur une litière la même pendant 35 jours, des difficultés à se déplacer. L'alimentation animale, c'est aussi des expériences qui sont faites sur les animaux, comme ici les vaches à hublot, pour essayer de voir quelle est l'alimentation optimale pour que ces vaches produisent plus de lait, pour qu'elles produisent moins de méthane, pour que, enfin voilà, on trouve toujours des justifications pour faire ce truc-là, mais toujours l'objectif, c'est de pouvoir utiliser ces animaux, soit leur lait, soit leur viande, puisque les vaches laitières, de toute façon, aussi en fin de carrière, elles finissent en steak haché. Les mutilations, coupe des becs, coupe des queues, coupe des griffes, castration à vif. Pourquoi ces mutilations? Eh ben, pour faire cohabiter ce très grand nombre d'animaux dans des conditions de promiscuité extrême. Et aussi, par ailleurs, pour le goût du consommateur, c'est le cas par exemple pour les cochons mâles et c'est le cas pour les chapons. Ici, bah, le fameux caillebotis sur cette photo. Et puis, vous vous rendez compte que les mutilations, bah, c'est ces queues coupées, par exemple. Tous les porcelets, ici, ont la queue coupée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de matériaux à leur disposition, contrairement à ce que demande la réglementation, ce qu'exige la réglementation. Et du coup, une de leurs distractions, c'est de croquer dans la queue de leurs voisins. Et donc, pour éviter ça, plutôt que de leur donner du matériau manipulable, eh bien, en France, en tout cas, on coupe de façon quasi systématique la queue des cochons, ce qui est interdit par la réglementation, de couper systématiquement. Il y a des mutilations aussi, quand vous les identifiez, quand vous faites du ramassage, notamment le ramassage des oiseaux qui est extrêmement violent. On l'a montré de façon manuelle, on l'a montré aussi avec ces espèces de moissonneuses à oiseaux
quand vous gavez les palmipèdes, quand vous séparez les mères des petits, quand vous faites l'équilibrage des nids. L'équilibrage des nids, la première fois qu'on est tombé dessus, c'était dans un élevage de lapins où l'éleveur, les femelles venaient de mettre bas leurs petits et il équilibrait les nids, c'est-à-dire qu'il déplaçait les lapros d'un à l'autre pour que les portées soient plus homogènes au niveau du poids des petits lapins. Et ceux qui ne correspondaient pas, ceux qui étaient chétifs, ceux qui étaient en surnombre, il les claquait sur le rebord d'une cage pour pouvoir ensuite les mettre à la poubelle. Les manipulations, c'est aussi le transport, par exemple, des poissons. Savez-vous que nous avons des abattoirs où on tue les poissons et du coup, ils sont transportés dans des camions et ensuite déchargés comme ça, les uns avec les autres, dans une espèce de toboggan. Tous les chétifs inutiles, etc., eh bien, ils vont être éliminés, soit par claquage contre le sol, contre un mur, au bord d'un seau, au bord d'une cage. Et il y aura des procédures aussi sanitaires en élevage. Vous avez tous entendu parler de la grippe aviaire ou de la grippe porcine, mais encore pas en France pour ce cas. Et là, dans ce cas-là, tous les animaux sont tués en même temps. Et puis, vous avez le broyage ou le gazage en couvoir. Ça concerne les mâles dans l'industrie de la poule pondeuse, où les mâles, même en bio, ils ne pondent pas d'œufs, donc ils sont indésirables. Et dans la filière foie gras, ils ne gavent que les mâles. Et là, ce sont les femelles qui sont broyées ou gazées dès la naissance. Voilà, on a mené plusieurs enquêtes là-dessus. Les animaux, ils sont tués très jeunes. On les mange, voilà, par exemple, les poulets, c'est 6 semaines à peu près, alors qu'ils ont 8 ans d'espérance de vie. Et pour chaque animal, les cochons, c'est 6 mois, alors qu'ils ont une espérance de vie de 15 ans. À chaque fois, vous allez retrouver cet écart important, même pour les vaches, pour le lait. La moyenne d'âge des vaches à la réforme, c'est-à-dire au moment où on considère qu'elles ne donneront plus de lait pour différentes raisons, c'est 5 ans, alors que leur espérance de vie est de 20 ans. Les conditions d'abattage, vous avez grosso modo 4 conditions d'abattage avec le pistolet à tige perforante. Ça consiste à détruire une partie du cerveau pour provoquer l'inconscience et l'insensibilité des animaux. Les pinces à électronarcose de chaque côté des tempes de façon à faire passer un courant électrique dans le cerveau de façon là aussi à rendre inconscient et insensible. Et puis le gazage au dioxyde de carbone, là ça concerne notamment les cochons, vous les faites descendre dans une nacelle et vous les asphyxiez au dioxyde de carbone. Ce sont des opérations qui ne sont absolument pas agréables pour les animaux, qui génèrent pas mal de stress et souvent de la douleur, notamment parce que le matériel est mal utilisé, mais pas seulement. Et puis vous avez l'abattage sans étourdissement, notamment pour un certain nombre de poissons. Par exemple, quand vous êtes à la pêche, il n'y a pas d'étourdissement. Et puis dans le cadre des abattages rituels, halal et kasher, tous les abattages halal ne se font pas sans étourdissement, mais il y en a de nombreux qui se font sans étourdissement, et tous les abattages kasher se font sans étourdissement. Alors, c'était mieux avant. Oui, aujourd'hui, on tue 2 fois plus qu'en 1950 et 4 fois plus qu'au début du siècle. Et le mythe de l'élevage heureux dans les fermes de nos aïeux, il prend un sale coup dès lors qu'on se rappelle de la tuerie du cochon, par exemple, qui avait lieu dans les cours de ferme. Voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y avait bien moins d'animaux qui étaient concernés et que les conditions de vie de ces animaux pouvaient être moins pires. Alors, est-ce qu'à part des questions de goût, d'habitude, quelqu'un y gagne? Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, je pense que vous en avez parlé cette semaine, donc je vais passer très rapidement. Et si vous avez des questions, je pourrais revenir dessus. Mais en tout cas, au niveau des gaz à effet de serre, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Ce dont on se rend compte, c'est qu'un menu végétarien par rapport à un menu standard aujourd'hui omnivore, c'est 3 fois moins de gaz à effet de serre. Et l'éco-geste le plus efficace, c'est quand même de manger végétarien, voire mieux vegan. Végétarien, ça représente déjà 40% de ce qu'on peut obtenir à l'échelle individuelle, ce qui n'est pas négligeable du tout. La déforestation, 63% de la déforestation, c'est dû aux activités d'élevage, que ce soit pâturage ou pour faire pousser soja, céréales. La France, c'est un des premiers importateurs de soja du Brésil. On est co-responsable de la déforestation, notamment de l'Amazonie. La pollution des eaux due aux émissions d'ammoniac et aux nitrates, là aussi, l'élevage a une grande responsabilité par rapport à ça. En gaspillage d'eau, si on ramène en kilogrammes par protéine produite, sachant que protéines animales et protéines végétales,
Une protéine, c'est une protéine, il n'y a pas de différence. Il nous faut bien plus d'eau pour les protéines animales que pour les protéines végétales. Et puis l'emprise sur les terres, là aussi, il faut beaucoup plus de surface au sol, donc beaucoup plus de territoire, déforestation et compagnie, pour pouvoir se nourrir avec des produits d'origine animale que si on en reste à une production totalement végétale. On a aussi des enjeux de santé publique sur deux pans. Notre santé personnelle, avec certains types de cancers, de diabète et de cholestérol, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, les niveaux de consommation actuels, c'est une surconsommation de viande et autres produits d'origine animale. On a aussi des risques sur les questions de E. coli, de listeria, de salmonelle qui coexistent, les campylobactères aussi, notamment dans les élevages de poulets. Et puis, on est beaucoup préoccupé en ce moment par les zoonoses, c'est-à-dire ces maladies qui touchent les animaux, mais qui peuvent être transmissibles aux êtres humains. Donc, on a vu avec le coronavirus, où là, on ne sait encore pas exactement d'où il vient, mais en tout cas, on sait par exemple que pour la grippe espagnole, pour le SARS, etc., on avait des questions d'élevage impliquées dans ces maladies-là. Et récemment, en Russie, il y a la grippe porcine qui est passée vers des êtres humains. Après, il y a encore un enjeu. Est-ce que ça va se transmettre d'êtres humains à êtres humains? Est-ce que ça va être une maladie qui est très transmissible? Voilà, enfin, il y a vraiment des questions autour de ça. Mais en tout cas, l'élevage intensif va multiplier, augmenter le risque de voir ces maladies émerger et nous toucher, et aussi par la déforestation qu'elle provoque, parce que quand on déforeste, en fait, on va à la rencontre d'animaux qu'on ne croise pas souvent, qui sont porteurs de virus, de bactéries auxquelles nous, on n'est pas très habitués, et en fait, on prend des risques, et c'est un petit peu ce qui est suspecté avec ce coronavirus. Et puis, il y a le phénomène d'antibiorésistance. Les scientifiques, encore une fois, hein, chaque fois, c'est les scientifiques, en fait, nous alertent sur un risque accru d'antibiorésistance dans les années à venir, avec 10 millions de morts prévues sur des maladies qu'on sait soigner aujourd'hui en 2050 parce qu'on ne saura plus les soigner, parce que les antibiotiques sont aussi donnés aux animaux d'élevage, ce qui fait un terrain de jeu formidable pour les bactéries, puisque la variabilité entre les animaux est très faible, hein. Aujourd'hui, on estime qu'un coq peut être à l'origine de 28 millions d'autres oiseaux, un seul coq. Notre champion, taureau champion, il a donné 1 million de naissances aussi. Donc voilà, variabilité génétique extrêmement faible. Alors, est-ce que quelqu'un gagne là-dedans? Est-ce que ce sont les éleveurs qui y gagnent? Eh bien non, les éleveurs aussi sont dans des situations de précarité très importantes, avec un fort taux d'endettement. Le taux d'endettement, par exemple, pour les élevages porcins, c'est 431 000 euros. On peut compter un suicide tous les 2 jours. Et je ne sais pas si ces chiffres n'ont pas encore augmenté, mais en tout cas, ils sont supérieurs à tout le reste de la population. Et puis, le nombre d'éleveurs a fortement diminué puisque les moyens de production se sont concentrés. Et pourtant, 90% des exploitations d'élevage se voient attribuer au moins une subvention. Et je ne sais pas si vous, vous avez le petit écran au milieu, mais moi je l'ai. Les bovins, les élevages bovins sont subventionnés à 100%. Voilà, donc, et les céréales et oléoprotéagineux, c'est pas juste pour faire l'huile d'olive et tout ça. Il y a aussi une partie qui va justement sur la question d'élevage. Les ouvriers d'abattoir, 4 fois plus d'accidents de risque du travail que la moyenne. Vous avez des ouvrages très intéressants, des documentaires aussi qui sont sortis, qui racontent combien ce genre de métier, je mets dedans aussi les ramasseurs de volailles, est extrêmement pénible pour les gens. Alors, est-ce qu'on est obligé de manger des animaux? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire tout ça avec toutes ces conséquences? Alors, si on écoute notre ministre de l'Agriculture, Ouch, voilà, qui a rappelé, enfin qui a dit, récemment qu'il y avait besoin de viande pour bien grandir. Ouch! Alors, c'est pas la vie ailleurs dans le monde, pas du tout, et donc du coup, voilà. Par exemple, l'Académie de nutrition et diététique qui regroupe 100 000 nutritionnistes et diététiciens, tous les 3 ans à peu près, ils sortent un avis, et leur avis depuis très longtemps, c'est de dire que les alimentations végétariennes et végétaliennes, quand elles sont bien menées, il n'y a aucun problème à toutes les périodes de la vie. Hop. On a une pyramide alimentaire qu'on a faite. Là aussi, je ne sais pas si vous la voyez. Hop là, si elle est complète là.
en faisant attention à enrichir bien son alimentation en vitamine B12, mais sinon, tout est disponible. Mais vous avez déjà, si vous regardez bien, la plupart des produits sont enrichis en vitamine D, en calcium, en iode, etc. Donc, voilà, on a déjà des alimentations qui sont enrichies aujourd'hui, même si on mange de la viande. Et demain, s'il faut prendre de la B12, ce sera quand même un moindre mal par rapport à toutes les conséquences qu'a aujourd'hui la production et la consommation de produits d'origine animale. Et on a de la chance, en plus, c'est bon. Je vous renvoie sur Vegan Pratique par rapport à tout ça. On se régale. Alors que c'est vrai qu'on a tendance à nous dire: «Oh, l'alimentation végane, ça va être triste et machin». Mais non, c'est tout aussi gai et c'est même plus gai, je pense, que l'autre. Alors, ce qui compte, c'est agir, seul ou en collectif, en pantoufles, en basket. Mais en tout cas, on peut mener des actions individuelles sur sa propre consommation, sur la sensibilisation qu'on peut faire autour de nous. Et on peut faire des actions collectives avec des pétitions. Nous, on a aussi des actions express. On a un site qui s'appelle Politique et Animaux qui permet d'interpeller les élus. Et puis, on a un réseau dans plus de 50 villes en France, dont Grenoble, où il y a des actions qui sont menées. Et tout ça, vous allez le retrouver sur L214/Agir, par exemple. Mais il y a plein d'autres associations qui font des actions. Et puis, je voulais vous partager, dernière slide, Jérémy Bentham, en 1789, date qui vous rappellera sans doute quelque chose, qui dit: «On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort». À l'époque, ils avaient ils sortaient de l'esclavage. Et quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable? La question n'est pas: peuvent-ils raisonner ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Et c'était la limite qu'il nous proposait. Bref, ce qu'on propose, c'est de croquer la vie, pas les animaux. Et vous avez beaucoup de ressources sur nos sites. On a une multiplicité de sites, vous en avez quelques-uns là. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Ah non, c'était très bien. J'ai mis le lien du site dans le chat pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions. Je pense que c'était dense, c'était bien. Mais donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions histoire qu'on puisse un petit peu plus étayer le propos. Euh, ouais, je vais inviter donc Cola à prendre la parole. Cola, je sais pas si tu... Ouais, Bonjour, bonsoir. Désolé, je suis à l'extérieur, donc il y a peut-être un peu de bruit. Mais je voulais savoir, en fait, comment, si on veut manger de la viande, on peut être sûr que c'est de la viande qui peut être abattue proprement. Enfin, je sais pas si je fais les bons termes, mais est-ce qu'il existe des abattoirs qui prennent soin des animaux ou pas? C'est une bonne question. Alors, l'objectif des abattoirs, c'est de mettre à mort les animaux. Donc, bien-être animal et abattoir, on se rend compte quand même qu'il y a un petit oxymore. Les conditions d'abattage, donc je ne vous ai pas mis de vidéo, mais les conditions d'abattage dans lesquelles, les abattoirs dans lesquels on a pu obtenir des images, il y avait des abattoirs qui étaient bio, qui avaient la certification pour abattre les animaux en bio, en label rouge. En fait, au niveau des conditions d'abattage, les conditions d'abattage sont toujours les mêmes. Juste en bio, la Cour de justice de l'Union européenne sur saisine de l'OABA a confirmé qu'on ne pouvait pas abattre des animaux sans étourdissement en bio. Mais toutes les autres méthodes d'abattage, c'est les mêmes en bio et en conventionnel. Et donc, du coup, il n'y a pas de façon douce aujourd'hui de tuer les animaux, parce qu'il faut bien comprendre que quand on abat les animaux, alors la majorité des animaux, on pourra parler des caissons ensuite, mais l'objectif, c'est quand même quand on met à mort les animaux, il faut que le cœur batte encore de façon à évacuer le sang. Donc, vous allez seulement les étourdir de façon à pouvoir les saigner alors qu'ils sont encore vivants. Voilà, donc ça, c'est un des premiers trucs. Ensuite, alors il y a des abattages qui se développent à la ferme où, du coup, vous n'avez pas les conditions de transport. Ça concerne un très petit nombre d'animaux et ça se développe pour les animaux, pour les bovins notamment. Les bovins, ça représente 0,5% des animaux qui sont abattus.
la majorité des autres animaux passent par les abattoirs. Et alors, le seul truc qu'il y a par rapport à l'abattage en agriculture biologique, c'est que les animaux sont les premiers à être abattus quand il y a plusieurs types d'animaux. Si vous avez des animaux qui viennent d'élevage standard, d'élevage intensif, ou label rouge ou bio, c'est bio qui passe en premier. Donc, ça fait, voilà. Enfin, moi, je vous dirais, enfin, je ne peux pas vous dire qu'il y a un mode d'abattage qui garantisse que les animaux, ils ont eu à un moment de ce processus du bien-être. Non, je peux vous affirmer plutôt l'inverse. En tout cas, moi, je ne suis jamais tombée sur une vidéo ou sur euh, ou dans les enquêtes où moi j'ai pu rentrer dans des abattoirs, où j'ai pu constater que les animaux, ils étaient dans une position favorable de bien-être ou de quelque chose. Non, j'ai juste vu des scènes d'horreur. Et d'ailleurs, c'est même enfin, à chaque fois qu'on a pu accéder à des abattoirs ou discuter avec des gens qui travaillaient dans les abattoirs, ils nous ont dit, ben non, là, je ne vais pas vous laisser rentrer parce que vous pourriez filmer des scènes d'horreur en continu. Effectivement. Et un autre truc que je souligne, c'est que souvent, on nous dit quand on sort des images, oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Sauf que vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas d'autres images que les nôtres qui sortent. C'est-à-dire que si les abattoirs, ils étaient si sûrs d'eux de nous dire que dans leurs abattoirs, ça se passe tellement génialement bien, pourquoi alors ne diffusent-ils pas les images de leur propre abattoir en choisissant les morceaux qu'ils veulent nous montrer, quoi. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, non, vous ne verrez pas d'images d'abattoirs tellement en dehors de celles que peuvent diffuser les associations, dont L214. D'accord, merci pour la réponse complète. De rien, et désolé, oui, il n'y a pas de viande heureuse, ça n'existe pas. C'est le Père Noël non plus. Enfin, il y a plein de choses comme ça où c'est malheureux. Du coup, je vais inviter Thomas Mandrou à prendre la parole aussi. Hop, normalement, tu peux, voilà. Ouais. Merci. Bonjour. C'est aussi en lien avec la question de juste avant sur les abattoirs. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des abattoirs, on va dire, où il n'y ait pas de souffrance? Est-ce que finalement, se baser toujours sur la question de la souffrance dans une vision très utilitariste et très Peter Singerienne, on va dire, est-ce qu'elle pose pas problème finalement, justement, parce que vous avez parlé de Madame Burga, qui par exemple parle également du fait que tous les animaux ont une conscience parce que en fait ils se déplacent et que parce qu'ils doivent se déplacer ils ont une conscience, et que se baser sur une philosophie plus libérale et de droit des animaux serait pas plus utile pour répondre à cette question des abattoirs et du coup du droit à la vie des animaux plutôt que la souffrance? Oui, oui, là je répondais à la question, est-ce qu'on peut tuer des animaux sans souffrance? De mon point de vue, ça va être compliqué. Surtout dans l'optique d'obtenir de la viande derrière. Et après, c'est tout à fait juste ce que vous soulevez, c'est-à-dire que, comme je l'ai rappelé au début, les animaux, ils sont sujets d'une vie, donc là, on se base plutôt sur la sentience. Ils ont leur vie subjective, ils ont des relations sociales pour la plupart, hein. Enfin, on voit pour les vaches, quand elles sont séparées de leurs veaux, notamment dans la production de lait, c'est un crève-cœur pour elles. Et du coup, pour elles et pour le petit, et effectivement, enfin, la revendication, la vision à terme d'associations comme L214, c'est de dire, au lieu de voir les animaux comme des ressources à notre disposition, c'est vraiment de les voir comme des cohabitants de notre planète. Et donc de ne pas s'autoriser de les faire naître, insémination, prélèvement de sperme, etc., de ne pas les élever avec toutes les mutilations que ça implique, et même sans mutilation, de ne pas les tuer quand nous, on a décidé de mettre fin à leur vie parce que notre petit plaisir de manger leur viande pour les poissons, c'est notre propre opinion. Donc oui, oui, vous avez tout à fait raison de souligner que ce n'est pas juste une question de souffrance, c'est aussi une question vraiment pour autant de respect. Souvent, on nous dit oui, le respect des animaux, bien sûr qu'on respecte les animaux. Je crois qu'on les respectera le jour où justement on prendra en compte aussi leurs intérêts, et y compris leur intérêt à vivre une vie la meilleure possible, comme on se la souhaite toutes et tous à nous, entre êtres humains, normalement. Merci.
Merci Thomas. Du coup, il y a Théo dans le chat qui nous posait une question. Alors Théo, je vais te donner, je sais pas si tu peux poser directement ta question. Allô, ouais, du coup, bonjour déjà. J'avais une petite question, moi, par rapport à à la production de cuir. C'est, on parle souvent, ouais, du bien-être animal, et cetera, alors en comparaison avec la production de viande. Mais, je voulais savoir si, parce que je crois avoir entendu quelque part ou lu quelque part qu'il y avait une filière cuir qui était indépendante de la filière viande et que du coup, les animaux qui étaient abattus pour la viande n'étaient pas forcément le cuir n'était pas forcément récupéré, sur ces animaux-là. Du coup, bon, peut-être que je me trompe, mais vous avez quelque chose justement sur cette filière du cuir? Alors non, pas du tout, mais il me semble que le cuir était considéré comme le 5e quartier, et que du coup, il faisait aussi du bénéfice sur la question du cuir. Hem, donc non, j'aurais pas forcément d'éléments là-dessus. Après, on voit bien, hein, que enfin, rien ne se perd, hein, les os sont récupérés, à l'abattoir, vous avez l'équarrissage qui passe, mais vous avez aussi l'équarrissage qui passe dans les élevages pour récupérer les animaux qui sont morts en cours, d'élevage, hein. Pour, heu, pour les lapins, c'est 1/4 des lapins qui meurent avant, l'âge d'être abattus, enfin, voilà, vous avez des proportions comme ça qui sont parfois assez hallucinantes, bah, ces produits sont, utilisés après, pour, bah, l'alimentation, des animaux de compagnie, par exemple, voilà et plus récemment, on est en train de se poser la question sur, le retour des farines animales. Donc en essayant d'avoir un truc qui est pas, de cannibalisme, c'est-à-dire les vaches mangeront pas les vaches. Mais enfin, ils sont en train de se reposer les questions, bah, un peu longtemps après la vache folle, mais c'est en train de se reposer comme question. Donc sur le cuir, j'ai pas de réponse très précise. Je sais qu'en Inde, il y a une forte, industrie du cuir et en Inde, ils ne mangent pas les vaches. Donc enfin, la plupart des gens ne mangent pas les vaches. Donc voilà. Mais après, ça m'étonnerait qu'ils aient une filière où ils n'utilisent absolument que le cuir, sans récupérer la viande pour autant. Il y a qu'une industrie que je vois comme ça, c'est l'industrie de la fourrure, où là, pour le coup, ils élèvent les visons et ça part pas dans l'alimentation humaine. Mais pour le cuir, pour autant, j'ai l'impression que ça pourrait être récupéré. Par exemple, pour les lapins, ils récupèrent, les peaux d'un côté et puis, la viande de l'autre. Donc, je sais pas, ce serait à investiguer. Merci beaucoup. J'avais peut-être juste une question. Est-ce que, j'imagine que vous êtes investi dans l'initiative, le référendum animal pour les animaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc le référendum pour les animaux, c'est une initiative qui a été pensée, réfléchie par, 3 entrepreneurs de la tech, Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Granjon avec Hugo Clément, le journaliste. Hem, Où, bah, ils voient bien que depuis des années, les associations de défense des animaux demandent des améliorations, des conditions, pour, les animaux et bah, n'obtiennent rien, grosso modo. Donc bah, ils se sont dit: «Bah, il y a un outil aujourd'hui à notre disposition qui est, le référendum d'initiative partagée. Est-ce qu'on ne se lancerait pas là-dedans?» Donc ils ont déterminé un certain nombre de mesures qu'ils ont ensuite proposées aux associations de défense des animaux comme L214 et plein d'autres. Et donc on a un pack de 6 mesures, 2 qui concernent l'élevage des animaux, pour, enfin, pour l'alimentation, donc l'interdiction de l'élevage en cage, l'interdiction, des élevages intensifs, donc les élevages qui ne laissent pas d'accès à l'extérieur aux animaux, l'interdiction des élevages, d'animaux pour leur fourrure, la fin des spectacles avec, des animaux sauvages, la fin des delphinariums, voilà pour les animaux aquatiques, bah, ça va avec les animaux là et la fin des expérimentations sur les animaux quand il existe d'autres solutions et puis la fin des chasses les plus cruelles. Voilà, je crois que j'ai les 6 avec les animaux sauvages qui concernent aussi bien les animaux aquatiques, que les autres. Ce référendum, il demande de réunir, 185 parlementaires pour déposer ce qu'on appelle une proposition de loi référendaire.
Aujourd'hui, on est à 146 parlementaires et on voit qu'il y a quand même un fort lobbying en face pour qu'il n'y ait pas l'ensemble des signataires. Et une fois qu'il y a ces signataires qui ont déposé cette proposition de loi référendaire, il faut réunir 4,7 millions de signatures par un process pas forcément simple, hein. On l'a vu autour de l'aéroport de Paris, qui a réuni plus d'1 million de signatures, ce qui était déjà un exploit assez important. Voilà, c'était la première initiative. Et donc, on n'est pas encore rendu. Merci beaucoup. Super, merci Théo pour tes questions. Du coup, je vais je vais inviter Victor à prendre la parole. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, Oui. Bonjour. Du coup, merci d'intervenir dans ce festival. C'était très intéressant et très concret avec les différents chiffres que vous avez pu montrer. Donc tout à l'heure, on avait une membre, la coprésidente de Sea Shepherd, et j'ai posé une question. J'aimerais vous poser la même question parce qu'en fait, je suis en train de lire le livre de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, qui essaye de mettre en relation notre rapport aux animaux et justement d'expliquer ça, d'expliquer le fait qu'on en soit là aujourd'hui parce que notre rapport aux animaux est assez distant et assez complexe. Selon vous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est si distant et on a un rapport assez lointain des animaux? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là au final? Je pense que notre rapport aux animaux, il a toujours été un petit peu ambivalent. Enfin, voilà, Pythagore, s'il se posait la question, c'était que lui aussi se posait cette question, et pour autant, autour de lui, il n'y avait pas forcément d'élevage intensif. Mais cette question, elle se posait déjà justement sur une considération de je n'ai pas de nécessité à consommer des animaux pour être en bonne santé. Du coup, de quel droit je m'octroie le droit de les tuer? Aujourd'hui, c'est un petit peu, il y a un peu cette idée qu'on serait vachement plus distant avec les animaux, et que ce serait ça qui attirerait l'attention aujourd'hui. Je pense qu'il y a 2 phénomènes. Il y a d'une part, l'industrialisation de l'élevage où, effectivement, même quand vous vous promenez dans la campagne, de temps en temps, vous croisez encore des vaches, mais la plupart des autres animaux, je ne sais pas combien d'entre vous ont croisé des cochons dans un pré. Je pense que c'est pas énorme. Même des poules pondeuses, on en croise de temps en temps, mais c'est pas souvent des poulets et tout ça. Alors que, par exemple, les poulets, c'est 800 millions de poulets qui sont élevés chaque année. On devrait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de poulets autour de nous. Donc, effectivement, il y a cette distance, mais finalement, cette distance, elle aurait aussi carrément pu nous faire oublier les animaux. Et si on est outré de la façon dont on traite les animaux aujourd'hui, c'est pas tellement qu'on a pris de la distance avec eux, mais c'est justement quand on nous montre ce qui leur arrive, on a une réaction tout à fait normale de se dire mais c'est injuste, c'est cruel, c'est incohérent. Voilà, on a une mentalité commune qui dit, une morale commune qui dit on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. C'est sûr qu'on est complètement décalé. Donc, j'ai pas forcément le sentiment qu'on soit. La distance avec les animaux ne devrait pas empêcher la compassion par rapport aux animaux. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a des lobbies extrêmement puissants aujourd'hui qui font tout pour essayer de mettre de la distance entre la viande et les animaux. C'est-à-dire que vous avez des nuggets, vous avez d'autres choses. C'est Jean-Paul Bigard, qui est président de Bigard Socopa Charal, qui disait devant la commission d'enquête sur les abattoirs, qui disait que déjà son entreprise investissait des sommes considérables, justement pour qu'on ne fasse pas trop le lien entre la viande et les animaux, parce que il n'y a personne qui a envie de cautionner ce qui se passe dans les abattoirs, par exemple, et dans un certain nombre de conditions d'élevage non plus. Donc, à partir du moment où on est au courant, on peut pas forcément être d'accord avec ce qui se passe. Et donc, ils ont intérêt à essayer de cacher tout ça. Le discours tenu par le ministre de l'Agriculture, il n'est pas anodin non plus.
le fait qu'ils disent qu'il faut, pour bien grandir, les enfants, ils auraient besoin de viande, il sait pertinemment que c'est faux. Pourtant, il va le dire quand même. Et donc on est vraiment, en face de ça. Donc du coup, je ne sais pas si c'est vraiment un lien qui serait distendu avec les animaux, parce que je crois qu'on n'a jamais eu autant d'animaux auprès de nous, notamment des chiens et des chats, ou si c'est vraiment, des habitudes qui se sont prises de consommer beaucoup de viande, qui étaient vues à un moment comme un signe de richesse et puis, les habitudes aidant, la culture s'installe et puis, la remettre en question, c'est quand même un petit peu compliqué, quoi. On est obligé de se mettre en porte-à-faux par rapport à tout ce qu'on a toujours fait. C'est, se reconnaître soi-même comme, ayant eu un comportement, pas cool avant, mais c'est le cas de tous les végétariens véganes aujourd'hui. On n'est pas né végétarien ou végane, enfin, très, très peu d'entre nous, quoi, donc voilà. Je sais pas si j'ai bien enfin, si Ok, j'ai répondu à la ouais, question. ouais, non, mais oui, Je suis trop perdue. Non, non, c'était à peu près ça, mais c'est vrai que vous avez relevé une nuance que j'avais pas forcément, dont j'avais pas forcément pris conscience, c'est la distinction entre viande et animal. Et c'est vrai que là, dans le livre, en l'occurrence, c'est pas tellement au niveau de la viande, mais c'est plus le rapport aux animaux. Pourquoi est-ce que on en vient à ne pas avoir, entre guillemets, de compassion inconsciemment pour certains animaux? Pourquoi est-ce qu'on a des animaux domestiques, etc. Donc c'est vrai que là, j'avais pas forcément conscience de ce que vous avez dit, donc c'était intéressant aussi. Merci. Merci Victor pour ta question. Du coup, je vais donner la parole à Louis Clausson et après je donnerai la parole à Thomas Douzièche. Alors Louis, je te trouve. Oui, là normalement tu peux activer ton micro. Allô, vous m'entendez? Ouais. D'accord, alors ma question était sur le meilleur vecteur médiatique et politique actuellement. Donc comment les idées passent, comment ça se répand? Je sais que par exemple au sein de l'école, nous, voilà, c'est plus, hein, on va dire, dans le milieu petit à petit les uns aux autres, mais par exemple, là c'est un festival. Son impact, par exemple, on est quand même entre personnes qui est déjà intéressées par les problématiques, déjà sensibilisées. Comment élargir et qu'est-ce qui marche le mieux actuellement, dans l'élargissement de ces idées? Ah! Si on avait la recette secrète, ce serait génial. Non, c'est tout à fait pertinent comme question, c'est dur d'y répondre. Avec L214, on a essayé plein, plein de choses. Aujourd'hui, on voit que, les images, elles permettent de poser le débat. En tout cas, quand on veut parler de ce qui arrive aux animaux, notre, meilleur vecteur, c'est de montrer ce qui leur arrive, réellement, parce que justement, peut-être les gens ne connaissent pas. Donc, il y a, le fait de révéler des faits que les gens ne connaissent pas forcément. Alors après, sur les questions d'environnement, aujourd'hui, on commence à être quand même, un petit peu instruit des émissions de gaz à effet de serre, enfin d'un certain nombre de conséquences de nos comportements, individuels ou collectifs. Au niveau politique, au début de la L214, on avait assez peu d'espoir d'être entendu au niveau politique. Faut bien le dire, on pensait que, effectivement, les élus ne s'intéressaient pas du tout à la question animale. Et c'est une députée, la bien nommée Laurence Abeille, qui est venue vers nous et qui nous a un petit peu, encouragés à quand même nous adresser, aux élus, aux candidats à des élections et tout ça. Et petit à petit, on l'a fait. Alors on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a des lois qui soient passées, qui soient, de nature à faire changer justement, les conditions de vie ou les conditions de mort des animaux et encore moins d'avoir, fait interdire de les élever et de les tuer pour les manger. On n'en est pas encore là. Néanmoins, par exemple, au niveau des villes, on a fait signer une charte, une ville pour les animaux au moment des municipales, avec un engagement pour les villes sur la question animale, avec le côté, nous, qui nous intéresse très fortement à L214, qui est le côté de la commande publique pour les écoles et toutes les collectivités qui dépendent des mairies, en leur demandant d'exclure de leur commande publique tous les produits issus de l'élevage intensif. Voilà, et tous les produits issus des pires conditions d'abattage. Et par ailleurs, d'instaurer 2 repas hebdomadaires végé, mieux si c'est vegan, et d'avoir l'option végane quotidienne.
Donc là, qui sont des mesures très, très concrètes. Et par exemple, la mairie de Grenoble s'est engagée sur cette charte. Voilà, puis vous avez Sandra Krief qui est élue conditions animales. Au niveau national, la proposition de loi portée par le référendum pour les animaux sur un certain nombre de sujets, elle a amené le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à déposer une loi dans sa niche parlementaire au mois d'octobre, qui a été complètement détruite, piétinée par d'autres parlementaires au moment où elle est passée, mais qui a quand même provoqué les déclarations de Barbara Pompili, notamment sur l'interdiction des élevages de visons pour leur fourrure et sur les spectacles avec animaux sauvages, sur les delphinariums et sur les cirques itinérants, ce qui était attendu depuis longtemps, mais qui n'avait pas avancé. Et donc, il y a eu une proposition de loi qui a été discutée au mois de janvier à l'Assemblée nationale, essentiellement sur les animaux de compagnie, avec des avancées notables, les interdictions d'élevage de visons, et puis ce qui concerne les delphinariums et les cirques. Mais on se rend compte que les grands absents, c'est la chasse et l'élevage. Alors, avec comme argument de la part des parlementaires qui portaient cette loi, ou des parlementaires ou du gouvernement qui a été interrogé là-dessus, c'est de dire on ne va pas traiter la chasse et l'élevage parce que ce sont des sujets clivants. En réalité, ce ne sont pas des sujets clivants. 88% des Français, quand vous les interrogez, disent qu'ils sont opposés à l'élevage intensif. Donc, il n'y avait pas du tout de clivage. Tout le monde était d'accord pour avancer quasiment dans ce sens-là. Donc, voilà, il y a des choses à avancer. L'autre chose sur laquelle on avance, nous, c'est sur les entreprises. Les entreprises, elles sont extrêmement sensibles sur des questions d'image. C'est comme ça qu'on a pu faire reculer l'élevage en cage des poules pondeuses. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on adresse aussi des demandes sur les pires conditions d'élevage et d'abattage des poulets de chair. Et du coup, vous, à un niveau local, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Par exemple, vous avez je crois qu'en ce moment, il y a une mobilisation, par exemple, contre un KFC qui veut s'implanter dans votre commune. Il y a moyen de dire peut-être le fait de, comme ça, proposer des poulets qui sont en plus les animaux qui sont élevés en plus grand nombre, peut-être c'est pas une bonne, enfin c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a d'autres considérations aussi sur la question environnementale autour de ça et la question de l'organisation de la vie. Il y a par rapport à votre restauration collective, les restaurants universitaires et tout ça, peut-être vous pouvez porter des demandes que votre restaurant universitaire à Grenoble n'utilise plus de produits issus d'élevage intensif, plus de produits issus des pires conditions d'abattage et tout ça, enfin reprendre la charte qu'on a faite, qui sont des demandes qui sont soutenues par tout le monde quand vous faites des sondages, enfin tout le monde est d'accord avec ça. Et puis, justement, sur des repas, des options véganes à tous les repas, et puis peut-être faire des animations aussi au sein du Crous, des animations autour de ça, et avoir le Crous qui vous soutient dans ces démarches-là, de dire, on va faire des animations autour de telle ou telle thématique sur les questions environnementales, enfin, de chercher justement à toucher un plus grand nombre de gens, essayer d'aller toucher la presse, ça c'est vraiment Alors, majeur aussi, justement, voilà. ça suit, ma question, je ne diverge pas. Est-ce que parce que vous avez beaucoup mis en lumière, avec L214, les conditions d'abattoir. Est-ce qu'il vous est beaucoup arrivé de remonter aux produits justement pour les mettre en lumière? Par exemple, quand je vois passer sur certaines pages Facebook des campagnes de boycott de certaines choses en particulier, mais généralement, c'est plutôt lié au plastique que, aux conditions, d'origine de la viande, par exemple, ou ce genre de choses. Est-ce que vous arrivez à remonter aux produits, à mettre en lumière les mauvaises pratiques au niveau de la vente du produit? Donc par exemple, au niveau d'une pratique de Carrefour, d'une pratique d'un Leclerc, directement au niveau des consommateurs? Oui, ça nous est arrivé. Par exemple, notre campagne sur les poules pondeuses, à un moment, nous avions réussi à montrer des images d'élevage qui étaient sous contrat avec le fournisseur de Système U. Et les Système U se sont engagés depuis à ne plus utiliser d'œufs de poule élevés en cage de batterie. Et ça nous arrive encore
pas mal. Dans les campagnes pour les poulets de chair, par exemple, on avait montré la provenance du Brésil et on avait des images d'élevage brésilien, d'élevage de poulets de chair, par exemple. Là aussi, la chaîne s'est engagée. KFC vient de s'engager d'ailleurs à respecter les critères de l'European Chicken Commitment qui justement essaye de relever les standards des conditions d'élevage des poulets qui aujourd'hui sont absolument catastrophiques. On a vraiment des poulets de chair qui sont issus de souches génétiques à croissance rapide, qui grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950, qui ont des problèmes locomoteurs, des problèmes respiratoires et des problèmes cardiaques. Donc vraiment, on est sur du haut niveau en termes de souffrance pour ces animaux-là. Donc voilà, à chaque fois, en fait, quand on porte des demandes, effectivement, quand on réussit à pouvoir tracer, c'est ce qu'on a fait aussi l'hiver dernier, si vous vous rappelez bien, on a sorti des images d'enquête d'un élevage qui était un élevage préférence ERTA. Et on a montré les conditions de vie des cochons dans cet élevage-là. Et on l'a montré au mois de décembre et au mois de janvier, puisque quand on a montré au mois de décembre, les services vétérinaires se sont empressés de dire qu'il n'y avait pas d'infraction à la réglementation dans cet élevage-là, pas de non-conformité majeure. Et du coup, avec des images qui dataient de janvier, on a pu montrer que les non-conformités qu'on avait montrées auparavant, elles étaient toujours là. Et ça a permis de reprovoquer une communication de la part des services vétérinaires qui disaient que oui, ils avaient vu les mêmes choses, quoi. Donc Oui, voilà. oui. Donc quand on peut, on le fait, effectivement, parce que c'est beaucoup plus concret aussi pour le public de se rendre compte qu'effectivement, dans leurs actes d'achat, ça ancre dans le concret. C'est très important, effectivement, d'ancrer dans le concret. D'accord, merci. Merci Louis. Du coup, je vais donner la parole à Thomas Douzièche. Normalement, tu peux activer ton micro, poser ta question. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Donc, merci d'abord pour votre intervention. Et moi, ma question, c'était plus du coup sur les régimes flexitariens. Est-ce qu'il faudrait mieux pas plutôt envisager du coup, comment dire, que tout le monde ait un régime flexitarien plutôt que donc ça permettrait déjà d'éviter donc notre régime actuel de surconsommation de viande et donc justement de régler tous ces problèmes du coup d'élevage intensif et de non-respect du droit des animaux et de leur bien-être. Et aussi le juste milieu entre le côté végétarien et végétalien, qui peuvent parfois, par exemple, provoquer des carences, un peu affaiblir le corps humain, et aussi des fois avoir aussi un impact écologique assez important. Par exemple, comme vous avez cité, il me semble tout à l'heure, le soja qu'on importait du Brésil, et aussi du fait que, par exemple, certains élevages aussi se font remplacer, je pensais à la Chine, où par exemple, ils se mettent à manger des insectes qui peuvent être également aussi vecteurs de maladies, et il y a un autre problème sanitaire qui se développe vis-à-vis de ça. Donc, est-ce que c'est une bonne solution de complètement supprimer la viande de nos rayons? Merci pour cette question. Alors, en tout cas, chaque pas est important, c'est-à-dire que quand vous réduisez votre consommation de produits d'origine animale, de viande, de poisson, etc., c'est déjà mieux que de ne pas réduire, ça c'est sûr. Que en réduisant, on pourrait effectivement réduire les impacts sur l'environnement, sur la question sanitaire, sur la question sociale aussi, sans doute, par rapport à un certain nombre d'acteurs des filières agroalimentaires. Par contre, on ne résout absolument pas la question éthique vis-à-vis des animaux, où même quand on mange un petit peu de viande, ils ne sont pas juste un petit peu morts, ils sont complètement morts. Donc voilà, on a vraiment ce questionnement-là. Et sur l'impact de l'environnement, le soja qui est importé aujourd'hui du Brésil, qui cause la déforestation, c'est du soja qui sert à nourrir les animaux d'élevage, en réalité. Il faut 3 fois moins de surface pour nourrir une personne végétalienne qu'une personne qui mange de la viande aujourd'hui, comme c'est le cas actuellement. Donc, non, du point de vue environnemental, vegan, c'est bon. Et alors, sur les carences, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux total. Il n'y a pas de raison d'avoir de carence parce qu'on est vegan. Moi, ça fait maintenant
voilà, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, parce que j'ai un petit peu de bouteille. Et puis, les études scientifiques, surtout les études médicales, montrent qu'avec un régime adapté, non, il n'y a pas de carence. Imaginez la situation inverse. Aujourd'hui, tout le monde est vegan. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah tiens, si on mangeait de la viande ?» Voilà, sans se poser la question sur les questions d'éthique et tout ça. Et tout le monde lui tomberait à bras raccourcis dessus en disant « Mais tu te rends pas compte, les carences que tu risques d'avoir » et tout ça, parce qu'en fait, c'est juste le changement qui fait qu'effectivement, on a une appréhension par rapport à une façon de consommer un régime alimentaire. Voilà, enfin, aller dire à un certain nombre d'Indiens aujourd'hui qui continuent de consommer végétarien, oh là là, mais pauvres, mais vous êtes en carence depuis des siècles et des siècles, quoi. Enfin, juste, non. Enfin, c'est une alimentation tout à fait viable pour les êtres humains aujourd'hui de consommer sans aucun produit d'origine animale. D'autant plus qu'on a des connaissances en nutrition aujourd'hui, mais tellement supérieures à ce qu'on avait hier. Voilà. Moi, la première fois où j'ai commencé à faire attention justement sur ces questions de nutrition, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de manger les animaux et qu'effectivement, toute la famille nous est tombée dessus en nous disant « Oh là là, attention, les carences !» Et c'est là où on a commencé à se renseigner, à se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Attention, attention !» En fait, il suffit de manger varié, équilibré. Tiens donc, c'est aussi le discours qu'on nous tient quand on mange de la viande. Et ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Vous avez le Veggie Challenge, 21 jours, justement pour faire le tour de la question, plein de recettes, des astuces, des conseils nutritionnels, et justement démystifier un petit peu cette alimentation végane qui est juste une alimentation différente d'aujourd'hui. Mais si je vous emmène dans un autre pays et que je vous lâche dans le supermarché, vous allez perdre un petit peu vos repères, il va falloir que vous vous y refassiez. C'est un petit peu pareil, quand on arrête de manger les animaux, on se refait nos repères et après, il n'y a vraiment aucun problème. Là où ça reste un peu pénible, c'est quand vous allez au restaurant et que vous devez négocier. Et effectivement, pendant des années, ça a été frites-salade, ce qui n'est pas un repas équilibré. Et je me rappelle quand j'allais aux rues, parce que j'ai arrêté de manger les animaux quand j'avais 20 ans, et aux rues, on mangeait les légumes bouillis à l'époque, les frites, et c'était pas du tout équilibré. C'est pas un repas végétarien ou un repas vegan. Ça demande d'avoir des céréales, des légumineuses, voilà, vraiment manger varié. Donc il y a encore beaucoup de questions autour de la nutrition, justement, parce qu'on a un discours ambiant qui essaye de faire planer le doute sur est-ce que cette alimentation, elle est viable ou elle n'est pas viable. Elle est totalement viable, elle est compatible avec un environnement qui est sain, et vraiment, on a tous à y gagner, les animaux, mais nous aussi. D'accord, très bien, merci. Bon, du coup, j'irai me renseigner du coup pour ces carences du coup qui sont plus un mythe, je pense que ça l'est vraiment. Et après, Ouais, exactement. j'avais peut-être aussi, donc peut-être pour approfondir ce que vous dites sur le bien-être animal. Donc moi, après, bon, j'ai eu la chance de grandir dans une famille agricole, donc mes parents sont agriculteurs. Et comment dire, ça ne m'a jamais plus ou moins posé de problème, par exemple, de manger le dimanche midi un poulet fermier qui avait grandi dans de bonnes conditions. Et sans dire que je suis un homme qui tue des animaux, mais j'ai déjà aidé ma grand-mère, par exemple, à plumer et à tuer un poulet pour le repas. Et je pense pas que ce soit quelque chose de grave. Comment dire, que le fait de manger de la viande, sans qu'on dise que ça fasse partie de l'état naturel des choses, mais on va pas s'offusquer quand une autre espèce carnivore va manger une autre espèce. Par exemple, quand un chat mange un oiseau, on va pas se dire mon Dieu, il a étripé un oiseau. Ça fait partie, comment dire, pas de la vie, mais de notre évolution. Alors, je pense que pour vous, effectivement, euh, on a aujourd'hui, en tout cas, dans nos habitudes, d'utiliser le corps des autres animaux pour les manger. Et comme vous dites, sans doute, le poulet de votre grand-mère, il a gambadé avant que vous mettiez à mort. Mais si pour vous, effectivement, ça pose pas de problème, ça pose surtout un problème pour lui, où on a écourté sa vie en décidant que, tiens, ce week-end, on allait manger du poulet. Et donc, c'est lui qui a payé le prix fort de ce truc-là. Après, de se dire, les autres animaux, ils mangent, ils chassent et du coup, ils mangent d'autres. Alors, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas le choix. S'ils ne chassent pas, ils ne mangent pas.
et, et ce sont des carnivores. Nous, on a de la chance. On est omnivore, c'est-à-dire qu'on peut manger, enfin, on a beaucoup d'aliments qui peuvent nous nourrir. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de manger tous les aliments. D'ailleurs, en France, on ne mange pas de chat et pas de chien. Tout le monde s'offusquerait si on faisait subir le même traitement aux chats et aux chiens qu'on le fait avec les cochons, par exemple. Et puis, on se dit, on est une espèce avec une raison qui réfléchit, qui a conscience de ses actes et des conséquences de ses actes. Et en fait, justement, les conséquences écologiques, les conséquences sur les autres animaux, on se demande vraiment si c'est nous les plus intelligents là-dedans. Mais en tout cas, on revendique d'être des individus civilisés. Et du coup, cette intelligence devrait nous amener à considérer les autres animaux dans leur intégrité. Et puis, on se compare toujours aux chasseurs, c'est-à-dire aux lions qui mangent la gazelle. Est-ce que les lions qui tuent les petits des autres pour éviter d'avoir... du coup, on réautorise le meurtre aussi, l'infanticide. Voilà, pourquoi on prendrait exemple sur eux, sur leur façon de manger, alors que sur d'autres trucs, c'est évident qu'on ne va pas prendre exemple sur les autres animaux. Donc, continuons de faire comme on devrait le faire, c'est-à-dire de sous-peser la justice de ce qu'on fait, quoi. Est-ce que c'est juste aujourd'hui, alors qu'on peut s'en passer, de continuer de faire tuer 3 millions d'animaux par jour pour juste du plaisir gustatif, puisqu'on peut se nourrir autrement. Et je tiens à souligner que la démarche qu'on a, ce n'est pas un jugement envers les éleveurs ou envers les gens qui mangent de la viande aujourd'hui. C'est vraiment une question de société qu'on pose et à laquelle il faut qu'on réponde toutes et tous ensemble. Mais il nous semblerait plus juste aujourd'hui, au vu de nos connaissances scientifiques, etc., de considérer les animaux comme des cohabitants que comme des ressources. Ouais, très bien. Merci beaucoup pour votre réponse, c'était très enrichissant. Merci beaucoup, Thomas. Du coup, Hugo, je t'invitais à prendre la parole également, poser la question que tu avais mis dans le chat. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Je ne sais pas si Oui. vous avez entendu parler des viandes qui étaient créées en laboratoire, que certains chercheurs arrivaient à faire créer de la viande de façon de plus en plus économique et à bas prix. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez et est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution? Et si je peux rajouter également on va dire une question, parce que justement, je pensais à quelque chose en lien. Donc justement, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle viande, on va dire? Et du coup, moi, ma question, ça serait, est-ce que la solution, c'est remplacer la viande par un substitut ou c'est revoir toute notre alimentation? C'est des bonnes questions et c'est toujours drôle qu'on la pose à la leçon 14 parce que nous, on est là pour défendre les animaux. Après, ça part très loin. Sur la viande cellulaire, pour l'instant, on a grosso modo des promesses. Je crois que les premiers nuggets ont été commercialisés à Singapour il y a quelques semaines, mois maintenant. Il y a débat au sein des défenseurs des animaux sur cette question-là. D'un côté, il y a ceux qui y voient un truc de qu'est-ce qu'on va chercher midi à 14h, qu'est-ce que c'est encore de ce truc, pourquoi on aurait besoin de remplacer la viande industrielle par un autre truc qui est aussi fait à base d'animaux finalement, qui laisse entretenir le fait qu'il faudrait absolument manger de la viande pour vivre en bonne santé. Donc ça, c'est un premier questionnement. De l'autre, il y a la promesse de ce truc-là qui dit, grosso modo, on va remplacer de la viande qui vient d'animaux qu'on a élevés et tués, et on va le remplacer par un produit qui aura grandi comme la bière fermentée, machin, où on n'aura pas blessé d'animaux et qui en plus promet d'être moins dommageable sur les questions d'environnement. Donc voilà, moi, je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. La promesse est assez alléchante. Les premiers qui ont porté ce truc
le premier que j'ai entendu parler là-dessus. Donc, il y a ceux qui partaient dans l'espace et qui disaient, bah voilà, il faut qu'on emmène des trucs, on ne peut pas emmener de la viande dans l'espace, donc on pourrait utiliser ce procédé. Et c'est à la NASA, je crois, que ça a commencé toute cette expérimentation. Et puis, bah, il y a Mark Post qui est sur Amsterdam, si je ne me trompe pas. Et lui, il avait plutôt des préoccupations environnementales en disant, bah, dans le monde, aujourd'hui, en tout cas, la consommation de viande continue de grimper. Juste, c'est pas soutenable à l'échelle du monde entier que de plus en plus de gens mangent de la viande et que la demande en viande continue de grandir. Donc, pour répondre à cette demande croissante de viande, on va proposer bah, cette viande cellulaire. Et donc, lui pense pouvoir répondre à cette demande croissante de viande de cette façon-là. Alors que nous, peut-être en bon utopiste, on se dit que bah, les gens, une fois qu'on a exposé les problèmes posés par la production de viande, ou on pourrait parler des poissons aussi, hein, mais si vous en avez parlé cet après-midi, je pense que Lamia, elle vous a déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Soit on remplace, soit on se dit, bah, enfin, on a tout ce qu'il faut dans le règne végétal et c'est bien plus simple de partir dans cette direction-là. Voilà, donc je n'ai pas une position forcément très arrêtée là-dessus, juste, voilà, comme un peu tout le monde, je crois qu'on s'interroge là-dessus, mais qu'on y voit quand même le fait que bah, celle-ci, en tout cas, pourrait remplacer le fait d'élever et de tuer des animaux, et ça, c'est pas rien. D'accord, bah, merci beaucoup. Merci à toi, Hugo. Et du coup, là, je donne parole à Williams. Normalement, tu peux activer ton micro. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, alors, c'est ouf, il y a eu trop de trucs qui ont été dit, du coup, waouh. Du coup, juste pour le dernier point là, qui était lié au steak vegan, là, tout à l'heure, tu parlais du modèle de société. Et typiquement, les steaks vegan qui sont en train d'être développés dans la Silicon Valley, pour moi, c'est encore le grand capitalisme, c'est tout ce qu'on veut pas. C'est pas un modèle de société souhaitable. Et du coup, désolé si je dis tout et son contraire, mais parce qu'en fait, pour moi, un peu le bordel, ces questions de cause animale. Je suis très, très sensible à ça et à la fois, je me pose des questions. J'ai pas envie d'être ce vegan dogmatique. Et donc, du coup, je me pose plein de questions et notamment, bah voilà, moi, j'ai des poules chez moi qui sont dans un parc, qui sont pas en cage, etc. Et, et je veux pas arrêter ça parce que pour moi, c'est aussi un modèle de société que j'ai envie de défendre. Je me rapproche des idées un peu de la Confédération paysanne pour ça, qui est en fait de continuer à avoir des animaux dans les fermes, dans les campagnes. Voilà. Et à la fois, bah, je te rejoins complètement, je t'emboîte le pas en disant qu'un animal qui meurt, il ne meurt jamais avec le sourire. Enfin, c'est terrible. Et moi, à chaque fois que j'ai une poule qui meurt, bah, je pleure. Et donc, du coup, voilà, donc c'est tout un questionnement de ne pas rentrer dans le dogmatisme, d'aller loin dans les questions. Et, et voilà, c'est une question ouverte. Je ne sais pas si c'est une question, mais j'ai envie de partager ce point. Merci pour ce partage. Je crois que la vision d'une société qui ne considère plus les animaux comme des ressources, ça ne veut pas dire que les animaux disparaissent. Et bah là, tu dis quand bah, une poule meurt chez moi, c'est un problème. Tu dis pas, c'est quand je tue une poule, c'est un problème. Enfin, c'est qu'elle meurt parce que bah, il lui est arrivé un accident, parce qu'elle a eu une maladie, parce que voilà. Et nous, on a croisé aussi beaucoup d'éleveurs aujourd'hui qui ne sont pas heureux de leur situation. Et quand vous posez la question à un éleveur, mais comment, enfin voilà, par rapport, enfin, il vous raconte tout l'amour qu'il a pour les animaux qui sont avec lui. Et pour ces éleveurs-là, quand vous leur demandez, mais du coup, quand ils partent à l'abattoir, comment vous le vivez, bah, on a déjà vu des éleveurs, voilà, enfin, qui fondaient en larmes, en fait. Parce qu'ils ont choisi cette vie-là pour vivre avec les animaux, pas pour les mettre à mort. Et il y a toute cette question de demain, les paysages, tout ça, est-ce que les animaux vont disparaître? Alors d'autres disent, est-ce qu'ils vont nous envahir? Mais je pense qu'il y a des modèles de cohabitation qui sont aujourd'hui à
Alors, à inventer, oui et non, parce qu'il existe aujourd'hui des refuges qui accueillent des animaux, notamment des animaux qui sont issus d'élevage intensif et qui montrent que un autre monde est possible. Et c'est là-dessus enfin, qu'il faut creuser, qu'il faut discuter et tout ça, parce que moi je crois qu'aucun éleveur n'est finalement content d'envoyer des animaux à l'abattoir. Et d'ailleurs, les premières images d'abattoirs qu'on a montrées, les premiers appels qu'on a eus, c'était des éleveurs qui disaient mais moi j'ai pas élevé les animaux enfin, pour que ça se termine comme ça, enfin, c'est juste Ouais. horrible ce qui leur arrive, quoi. Ouais, carrément. Mais ça, je l'imagine, qu'un éleveur qui voit potentiellement une de ses bêtes dans ces conditions-là, ça doit être vraiment horrible. Et du coup, juste pour finir sur ce point et sur ce paysage qui est très complexe, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse un peu, juste avant, il y avait une personne qui, ses parents étaient dans l'agriculture. Moi, je fais juste un petit potager. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour aggrader des sols, très rapidement, en fait, on a besoin d'avoir une ressource animale, soit des crottins de chevaux, soit des machins pour aggrader des sols qui sont très pauvres. Moi, j'utilise le fumier de mes poules et c'est une très, très, très bonne ressource. Et donc, du coup, pour moi, c'est un espèce de système qu'on avait avant, là, ce fameux système agro-silvo-pastoral où en fait, tout rentre en interconnexion. Et pour moi, c'est compliqué de faire trop de simplification, quoi. Alors, pour revenir là-dessus, alors le fumier des poules et tout ça, c'est les animaux vivants hein, qui font les excréments. Donc, Carrément, carrément. voilà. Je suis complètement d'accord avec Donc, ça. Ouais, ouais, je parle voilà, pas des donc on morts pourrait se d'animaux. passer de les tuer, Tout à d'une fait. part. Et puis, d'autre part, il y a tout ce qui est engrais vert, enfin, tout ce qui est de faire tourner, justement, de faire pousser des légumineuses et tout ça. Donc, il y a une agriculture végétalienne qui existe, qui n'est pas très développée aujourd'hui parce qu'elle n'est pas beaucoup utilisée, mais en tout cas, elle existe. Et quelque part, en fait, les excréments des animaux, c'est déjà une conversion de végétaux qui passent par les animaux, machin, et tu obtiens grosso modo des résultats similaires en passant directement des végétaux que tu as compostés, etc. Enfin, tu peux aussi avoir d'autres chemins, notamment via les légumineuses qui fixent, je crois, l'azote dans le sol et des choses comme ça. Donc, il y a, enfin, regarde agriculture végétalienne, ça existe, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le fumier, c'est les animaux vivants qui le produisent, c'est pas les animaux morts. Complètement. Et merci beaucoup. Super, merci Williams. Euh, et du coup, je vais réinviter Thomas Mandrou. Je sais pas si tu avais une autre question ou si... Si, ouais. Si c'est bon, ok. Ouais, Vas-y. merci. On a pas mal, enfin, vous avez pas mal parlé de parler avec les éleveurs, de parler avec les politiques, donc l'État, etc. On peut, enfin, ma question est longue, je vais essayer de la faire très courte. C'est une position assez réformiste et assez critiquée par des positions plus abolitionnistes. Je pense par exemple à la boucherie abolition ou libération animale, qui vont, sans le dire, parler un peu on va dire, de collaboration. Le mot est un peu fort, mais je pense que c'est ce qu'ils pensent. Et je voulais savoir quel lien L214 a et quelle relation a L214 avec les autres associations animalistes, antispécistes, et aussi, par exemple, on a parlé de Sandra Krief, avec le parti animaliste, par exemple, ou la Rêve d'Aymeric Caron, etc. Donc, les relations que a L214 avec les autres organisations. C'est très variable. Il y a des associations avec lesquelles on n'a pas de relation. Vous avez cité Boucherie Abolition, on n'en a pas. Avec le parti animaliste, le Rêve, et je dirais qu'on a des relations comme on peut les avoir, alors à la fois comme on peut les avoir avec d'autres partis politiques, et à la fois, effectivement, on se sent assez proche. Mais je dirais que c'est à peu près pareil aussi avec EELV et France Insoumise, où il y a aussi des programmes, disons, un peu plus ambitieux sur la question animale que de toute façon dans tous les autres partis. Après, nous, on n'est pas fermé à discuter avec tout le monde, hein, bien au contraire.
On a aussi au niveau politique des relations avec je pense à des députés républicains. Voilà, il y en a quelques-uns avec qui on peut discuter. Au PS, pareil, à la République En Marche aussi. Voilà, il se trouve qu'on a une ligne qu'on ne franchit pas par rapport au Rassemblement national. Voilà. Mais sinon, voilà, on discute avec grosso modo autant de personnes que possible. Ça nous intéresse en tout cas d'avoir les retours de tout le monde parce que la société de demain, elle se fera avec toutes et tous, quoi. Donc voilà, il y a des acteurs qu'on ne démarche pas. Par contre, on peut discuter avec tout le monde. Voilà, et je voulais revenir aussi sur la question du capitalisme que j'entends. Avec L214, on ne prétend pas résoudre tous les problèmes du monde, loin de là. On est une association qui s'occupe juste d'un domaine aujourd'hui. Et en fait, si on y regarde bien, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas les animaux, une société qui utilise ou qui n'utilise pas les animaux, ça ne dit rien de son modèle économique ou de son organisation politique. Voilà. Donc, ça ne dit pas grand-chose. Donc, on n'a pas forcément une position à avoir absolument sur ces trucs-là. Par contre, on est une association qui base ses actions sur la sentience, et à partir du moment où il y a de la souffrance, des atteintes à l'intégrité des personnes, est-ce que ces personnes, elles soient humaines ou non humaines, là, il y a un sujet pour nous. Et c'est plutôt de cette approche-là qu'on va avoir. Donc voilà. Après, on a sur les associations animalistes, c'est sûr qu'on peut être en désaccord avec l'approche de certaines personnes ou certains mouvements par moment. Par exemple, on est opposé au fait d'envoyer des cailloux dans les vitrines des boucheries. Ça ne nous semble pas du tout de nature à permettre le débat d'idées, le débat public qu'on doit mener avec toutes et tous. Et ce serait bien étonnant que ça apporte quelque chose sur le fait de faire diminuer le nombre d'animaux tués ou reculer la cruauté sur les animaux. Voilà, mais peut-être on a tort, peut-être c'est juste la bonne méthode et tout ça, mais nous, on ne la sent pas. Aujourd'hui, on a plutôt une approche où on a envie d'avancer, de discuter avec les parties prenantes de façon à essayer de prendre les chemins les plus courts possibles, parce qu'on pense qu'on est une plus grande majorité aujourd'hui à vouloir avancer qu'à vouloir bloquer. Notre grand malheur, c'est qu'aujourd'hui, les lobbies de la viande, de l'élevage intensif sont extrêmement forts, très bien organisés et depuis longtemps, comme le lobby de la chasse, par exemple. Et qu'en face, on a des associations qui défendent la question de l'environnement, la question des animaux, la question de la santé publique, d'autres qui luttent contre la déforestation, machin, et on est un peu en ordre dissipé. Au lieu de faire bloc et de dire non, maintenant ça suffit. Voilà, les études scientifiques, elles sont là. Même les scientifiques sont de notre côté sur la question d'élevage intensif. On l'a montré dans notre campagne Agir sur les causes, avec des scientifiques qui prennent la parole pour dire l'élevage intensif, attention, c'est nos prochaines bombes sanitaires, les prochaines pandémies, ça pourrait venir de ce truc-là. Donc, on est une majorité à vouloir avancer, profitons de ce truc-là. Et sur une vision finalement assez consensuelle, on peut avancer très rapidement, c'est-à-dire en finir au moins avec les pires conditions d'élevage et d'abattage des animaux, ça tout le monde est d'accord, ça implique de réduire notre consommation de produits d'origine animale. Ok, je pense que grosso modo, tout le monde est d'accord pour réduire sa consommation de produits d'origine animale. Et puis, le débat sur quelle est la place dans notre société qu'on accorde aux animaux et du coup, la question de l'abolition. Est-ce que, enfin, on arrête de considérer les animaux comme des ressources? Enfin, on les considère comme des cohabitants? On n'est pas obligé de trancher tout de suite là-dessus. Il y a des sujets très urgents à adresser pour réduire grandement le nombre d'animaux tués et leur souffrance, quoi. Je vous remercie pour vos réponses. Merci Thomas.
Moi, j'avais une petite question et ensuite je donnerai la parole à Ewen. Par rapport, du coup, donc là, vous parliez des lobbies et qui sont aujourd'hui très forts, hein, que peu importe, enfin, que ce soit celui de la viande, enfin, de l'élevage, de la chasse, etc. Qu'est-ce que ça, on va dire, quel impact ça a eu dans votre vie de prendre position publiquement, on va dire, en tant que lanceuse d'alerte? Je pense que ça peut correspondre à un petit peu le travail que vous avez fait avec L214, ou, enfin, ou en tout cas juste établir des faits à travers des vidéos, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que du coup, vous avez, je sais pas, vous avez eu des pressions de la part de certains corps de métier? Est-ce que les réactions, vous avez eu beaucoup de gens qui vous soutenaient, mais aussi beaucoup de gens qui étaient en désaccord? Comment vous l'avez vécu? Euh, Alors très concrètement, sur nous, je crois qu'il y a beaucoup de choses voilà, enfin, on est dans le débat d'idées, du coup, il y a des gens qui sont opposés, c'est tout à fait normal. Voilà, ce qu'on voit, c'est beaucoup un peu de calomnie, de choses fausses qui peuvent circuler en essayant de jeter le doute un peu sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas des motifs cachés derrière la défense des animaux? Donc non, je le redis, non. Juste voilà, un sentiment d'injustice, d'incohérence par rapport à notre société qui nous pousse à avancer sur ces questions-là. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, quand la FNSEA et les jeunes agriculteurs demandent des mesures contre les défenseurs des animaux, quelque part, ils obtiennent un certain nombre de choses. Je peux parler par exemple de la cellule Déméter, qui est issue d'une convention passée entre la Gendarmerie nationale, le ministère de l'Intérieur, M. Castaner, et puis Jeunes agriculteurs et FNSEA. Vous remarquerez que dedans, il n'y a pas la Confédération paysanne, par exemple. Et cette cellule Déméter, elle a pour objectif de mettre sous surveillance les activistes qui remettent en question le modèle agricole actuel. Donc que ce soit sur la question des pesticides ou sur la question des conditions d'élevage des animaux, il y a ce dispositif qui est en place aujourd'hui et qui joue un rôle un peu intimidant, notamment vis-à-vis d'associations qui justement luttent sur les questions environnementales. Ça, vous avez d'excellents articles, par exemple, dans le journal Reporter. Il y a eu aussi des articles de Libé là-dessus, sur comment finalement nos forces de l'ordre sont instrumentalisées pour servir des intérêts privés au final, et essayer d'étouffer un débat public pourtant largement nécessaire. Nous, on le voit aussi, par exemple, un deuxième exemple très concret. On a une revue qui s'appelle Mon Journal Animal, qui est une revue qui s'adresse aux 10-14 ans, pédagogique, qui parle surtout d'éthologie, voilà, qui parle des animaux, mais de façon assez générale. Le dernier numéro était sur l'Amazonie. Le numéro d'avant, il était sur les animaux imaginaires. Celui encore avant, on avait traité la question du plastique, par exemple, toujours avec un prisme autour de la question animale. Je me rappelle qu'on a eu aussi un numéro sur les animaux qui ont été envoyés dans l'espace. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, et encore dernièrement, quand le journal sort, on a par exemple Christiane Lambert qui fait un tweet et qui dit « Oh là là, c'est inconcevable d'avoir un journal comme ça, parce qu'on envoie un exemplaire dans les écoles pour démonstration, et ensuite les classes peuvent éventuellement le commander. » Donc c'est du matériel qui est mis à disposition des enseignants pour justement avoir des discussions, des débats au sein de l'école, ce qui est quand même le rôle de l'école, de nous apprendre justement à échanger des idées entre nous. Christiane Lambert fait un tweet, repris, pas illico presto, mais quasiment par Julien de Normandie, lui-même repris par Jean-Michel Blanquer. Donc voilà, voilà, et après on se retrouve avec un courrier au recteur de l'académie ou des recteurs de l'académie aux établissements pour dire que L214 dans les écoles, jamais de la vie, il ne faudrait pas, tout ça. On n'a jamais vu cette réaction-là par rapport à Interbev, par exemple, qui est l'interprofession des bovins,
qui a des animations dans les écoles, qui envoie du matériel pédagogique, etc., etc. Et là, on n'a jamais vu aucune réaction du ministre de l'Agriculture pour dire que, bah non, enfin, un point de vue sans avoir ne devrait pas pouvoir rentrer dans les écoles. Et ça, on ne l'a pas. Donc oui, on sent bien qu'il y a ce truc-là autour d'L214, c'est sûr. Mais aujourd'hui, alors on est un peu désappointé de voir un ministre de l'Agriculture qui finalement prend le positionnement de la tête de la FNSEA et qui, au final, je trouve, ne discute finalement pas assez avec la base, parce qu'il irait à la rencontre d'un certain nombre d'éleveurs qui aujourd'hui sont extrêmement malheureux parce qu'ils ont contracté des dettes, ils sont tenus par leur coopérative, ils sont endettés auprès des banques, etc. Enfin, ce serait ces gens-là aussi qu'il faut écouter plutôt que les pontes de la FNSEA qui sont toujours favorables au développement des élevages intensifs et tout ça. Donc, non, il y a des vraies questions. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on continue. Et justement, le fait d'avoir 48 000 membres aujourd'hui, ça nous offre une certaine sérénité de nous dire c'est peut-être pas demain, la veille, que quand même, ils pourront nous écraser juste comme ils veulent. Voilà, l'espoir fait vivre. Mais c'est vrai qu'on a souvent des auditions pour expliquer de quelle façon on a obtenu les images. Voilà. Et on fait usage de notre droit au silence parce qu'on a droit au silence. Ok, super, merci beaucoup. Ewen, je t'ai donné le... Non, tu peux ouvrir ton micro. Oui, vous m'entendez? Le son est pas trop dégueu? Très Ok. bien. Puisqu'on est dans le thème, déjà je connaissais pas ces pressions-là. C'est bien de pouvoir l'entendre, de le savoir. Pour les nombreux intérêts comment dire, privés qui sont servis par des hommes politiques, mais bon, passons. Puisqu'on est dans ce sujet-là, j'avais une question. Ça vous fait quoi de voir j'ai appelé ça une insurrection à l'Assemblée nationale quand un élu propose un jour vegan à la cantine? Qu'est-ce que ça évoque à L214? Qu'est-ce que ça nous évoque? Bah, un petit peu comme a dit Barbara Pompili, mais quel débat préhistorique. Enfin, voilà. Les mesures qui étaient proposées par la Convention citoyenne étaient un peu plus ambitieuses que ce qui est porté là dans le projet de loi. Mais effectivement, mais même sur la condition animale, hein, on l'a vu dans les débats sur la proposition de loi du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, les débats, ils étaient complètement hallucinant. Je me rappelle aussi en 2018, pour les Egalim, un député, c'était Thibault Bazin, qui reprenait les éléments de langage que lui avait apporté la filière, parce qu'à l'époque, on discutait de l'interdiction de l'élevage en cage pour les poules pondeuses, et qui disait, mais non, mais l'élevage en cage, c'est super. En plus, bah, du coup, ils sont entre copains. Enfin, vraiment, c'est juste complètement hallucinant. Donc, bah oui, ça fait rager de voir que encore aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on est obligé de défendre, enfin que ça ne va pas de soi, qu'effectivement, on est en surconsommation de produits d'origine animale et qu'il faudrait prendre des mesures pour changer ça, et que les mesures qui sont proposées, elles, enfin, on se croirait dans un bar, quoi, avec des arguments qui sont complètement enfin, qu'on entend de temps en temps dans le domaine des idées reçues, mais de très très loin, quoi. Et ouais, c'est rageant. Ouais, c'est affligeant. Je partage du coup, mais ok. Et la deuxième question, c'était quelle serait, enfin, j'ai pas pu assister à toute cette réunion, donc quelles seraient les étapes d'une transition selon, enfin, quels sont les objectifs d'L214, une transition pour une société qui mange moins de viande, voire pas du tout? Alors, on a d'abord, enfin, comme première étape, ce qu'on identifie, c'est vraiment l'arrêt de l'élevage intensif. Donc, le premier truc qu'on peut faire là, tout de suite, maintenant, c'est de dire moratoire, on ne construit plus, il n'y a pas de nouvelle construction d'élevage intensif. C'est un premier truc. Ensuite, se mettre autour de la table et dire bah, comment on en sort, comment,
comment on en sort, donc avec des politiques, avec des économistes, avec des éleveurs, etc., etc. Comment on sort de ce modèle-là? Et en parallèle, du coup, comment on réduit notre consommation de produits d'origine animale? Donc, les deux vont ensemble, hein. On ne peut pas espérer réduire l'élevage intensif si à la fois on ne réduit pas. Et donc ça va faire reculer les souffrances infligées aux animaux d'un côté, et ça va faire diminuer le nombre d'animaux qui sont consommés. Et ensuite, on continue, en tout cas, de défendre l'idée qu'il n'y a aucune nécessité à consommer des animaux. Peut-être les questionnements seraient différents si on était absolument obligé de manger les animaux pour survivre. Aujourd'hui, en tout cas en France, vraiment, il n'y a pas de sujet. Donc, on peut complètement arrêter de consommer les animaux et du coup, on continuera de montrer parce que, y compris dans les élevages les plus extensifs, il y a des choses à montrer. Voilà, le broyage des poussins, par exemple, ça concerne le bio, le plein air, l'élevage au sol ou l'élevage en cage des poules pondeuses, la coupe des becs aussi, le fait que les poules elles soient envoyées au bout d'un an de ponte à l'abattoir, ça concerne quasiment la totalité des poules. Enfin, on est quand même sur des modèles, même quand ils sont les plus vertueux possibles, en tout cas dès qu'on passe dans un stade commercial où il y a souvent beaucoup de choses à dire. Et après, encore une fois, on n'a rien contre une coopération entre les animaux et les êtres humains, mais il faut que ce soit un rapport gagnant-gagnant. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment toujours les animaux qui perdent et qui perdent beaucoup. Ouais, enfin, du coup, merci d'avoir éclairé ma lanterne sur on va dire les stratégies, les recommandations à suivre. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'élevage des poules, j'étais assez surpris d'apprendre, ça doit dater, enfin, je ne sais plus de quand date le reportage Arte, mais de l'exportation qu'on fait de nos jolis cadavres de poules pondeuses dont personne ne veut manger en Europe pour inonder les marchés kenyans, d'Afrique d'Afrique de manière générale. Je trouve ça absolument magique. Effectivement, là-dessus, je vous rejoins sur l'idée oui, c'est une surconsommation, c'est un gâchis monstrueux, ça c'est très clair. Ouais, ça, je me rends compte que maintenant, disons, d'une partie de ces choses-là, et je suis content que vous ayez mentionné, enfin, je suis content, quelque part, qui suis-je pour dire ça, mais, que vous ayez mentionné le fait de vous attaquer d'abord à l'élevage intensif, notamment parce qu'en écoutant les premières questions de certains internautes là, qui parlaient de la condition paysanne, effectivement, c'est des gens qui souffrent énormément. On ne fait pas attention à ces gens-là, alors qu'ils ont le devoir, on leur impose quasiment de nourrir la France sans pour autant d'avoir le retour mérité, quoi. Merci pour votre temps, enfin, c'était instructif en tout cas. Et comme vous le soulignez, ce n'est pas seulement pour nourrir la France. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exportations. Par exemple, on a vu les filières, notamment la filière porcine, se réjouir quelque part de la grippe porcine ailleurs, parce que du coup, ils allaient pouvoir écouler des stocks de France. Le groupe Doux, il y a quelques années, était touché le max de subventions, alors qu'ils exportaient justement vers les pays d'Afrique. On a encore des poulets export. Voilà, donc qui sont faits exprès pour ça. Donc oui, vous avez raison de le souligner, avec des déstabilisations de marché ailleurs dans le monde. Je pense que Lamia vous a aussi parlé de ça, notamment avec les bateaux de pêche qui ont complètement déstabilisé une pêche pour le coup vivrière qui tue bien moins de poissons et qui peut-être encore aujourd'hui répond à un certain nombre d'impératifs pour certains pays africains. Il y a aussi des questions à se poser au niveau mondial sur la trajectoire qu'on peut prendre de façon vraiment à ce que partout dans le monde, on puisse vivre en bonne intelligence avec les animaux. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a même finalement des humains qui prédatent d'autres êtres humains. Bon, voilà, je ne vous apprends rien, mais c'est un petit peu ça, quelque part. Où c'est
premier arrivé, premier servi, celui qui est le plus puissant qui écrase l'autre. Enfin, voilà, c'est pas du tout les valeurs de coopération qu'on pourrait rêver à l'échelle de nos sociétés, quoi. Du coup, j'ai deux nouvelles questions qui me viennent à l'esprit. On parlait en France, on n'a pas la nécessité d'élever d'animaux. Et alors, je ne sais pas si je me fais l'avocat du diable, mais du coup, je pense à ça. En France, on a quand même une grande culture culinaire qui tourne notamment autour de la viande. On a plein de spécialités au travers de la France qui correspondent à la viande. Dans certains cas, qui étaient plus là pour utiliser les morceaux des animaux moins nobles. Je pense aux tripes, je pense aux pieds de cochon, etc. Euh, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que c'est un argument valable, entre guillemets, puisque quelque part, il y a quand même, il y a quand même une culture, et j'imagine que c'est quelque chose qu'on doit vous opposer régulièrement. Comment est-ce que vous arrivez à contrer ça quelque part? Bah, je dirais que quand il nous reste que l'argument de la tradition et de la culture, c'est qu'on a fini, quoi. C'est qu'il n'y a plus d'arguments, quoi. D'une certaine façon. Oui, il y a des choses qui vont disparaître, mais je pense qu'il y a des choses qui ont disparu et tant mieux, quoi. Enfin, c'est pas grave. S'il y a la question du goût qui rentre en question, enfin, je sais pas si on peut opposer le goût en face de la souffrance et de la mort d'autrui, quoi. Enfin, après, on peut tout justifier. Ah bah non, mais moi, j'ai trouvé ça trop bon. Du coup, enfin, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On peut justifier n'importe quelle saloperie derrière en disant, mais non, attends, moi, on fait ça depuis très très longtemps chez moi, ou je sais pas trop quoi. Enfin, non, l'argument de la tradition, bah oui, peut-être il y aura des choses, on se dira, bah oui, ça c'est fini. Bah, oui, mais il y a d'autres choses qui sont là. Enfin, ça va pas tellement nous priver dans notre vie, quoi. Faut quand même, voilà, si on mange plus de tripes, c'est pas, enfin, c'est pas dramatique en face de ce cochon qui a perdu ses tripes, par exemple. Ok, mais voilà, c'était juste, ça m'était venu à l'idée, c'était pour savoir si ça vous aviez déjà été opposé. Et bah, je m'arrêterai sur cette dernière question. Euh, Est-ce que les volumes alors pour la pêche, j'ai pas été là non plus, donc je ne sais pas. Mais est-ce que les volumes de viande et donc de pêche sont dus aussi à une quantité de produits transformés trop importante? Euh, Parce que les produits transformés, quelque part, c'est ce qui permet de créer des chaînes de production gigantesques. Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe ou juste une question qui me vient à l'esprit comme ça? Je crois que j'ai pas d'éléments pour vous répondre là-dessus. Moi, j'avais plutôt tendance à penser que les produits transformés, du coup, ils ajoutaient plein d'autres trucs dedans et que ça faisait peut-être un peu moins. Voilà. Maintenant, avec la cuisine rapide, toute la restauration à emporter, c'est sûr qu'on consomme plus de viande qu'on en consommait avant, aussi, d'une certaine façon. Mais je crois qu'il y a aussi un très grand volume de gaspillage. Par exemple, je crois qu'ils identifient à 30% le gaspillage, notamment de produits d'origine animale. Donc, ouais, enfin, je pense que c'est multifactoriel, effectivement, mais c'est surtout aussi la consommation de viande et de produits d'origine animale qui est gargantuesque. Si vous regardez l'assiette américaine, c'est du point de vue des kilocalories, je crois. Eux, leur assiette, c'est 65% de produits d'origine animale et la France, c'est 63%. L'assiette américaine est un peu plus grande. Eux, ils consomment plus de viande, mais nous, on se rattrape sur les produits laitiers et les animaux aquatiques, où ils en consomment un peu moins de leur côté. Donc, non, enfin, on est des très grands consommateurs. Alors, à chaque fois, quand vous écoutez les gens des filières, c'est non, non, on n'en consomme pas beaucoup, on est en dessous des recommandations de l'OMS. Alors, les recommandations de l'OMS, ce n'est pas des recommandations, c'est des plafonds. Et en plus, ils ne comptent qu'un type de viande quand la question de l'OMS, c'est sur tout type de viande confondue. Donc, voilà. Je ne sais pas répondre à votre question, mais oui, c'est probable qu'il y ait une piste de ce côté-là. Mais c'est surtout notre très, très grand appétit et puis notre culture, alors culture poussée aussi par la publicité et tout ça, qui fait que on consomme de la viande ou des produits d'origine animale midi, matin et soir, quoi.
Ok. Ouais. J'imagine que le fait d'apprendre à cuisiner soi-même n'a aucun impact sur, sur la quantité oui, on va dire de produits alimentaires, enfin pardon, de viande consommée. Je pense que ça peut avoir une bonne influence parce que justement, on est peut-être. Enfin, en tout cas, je vois, il y a aujourd'hui encore assez peu de produits préparés végétariens ou véganes. Et du coup, je pense que une grande majorité aujourd'hui cuisine lui-même, quoi. Donc, probablement que ça nous aide à nous rendre compte aussi de cuisiner soi-même. On est beaucoup plus conscient de ce qu'on fait plutôt qu'acheter un truc tout prêt où on ne voit pas trop ce qu'on achète finalement. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Merci à toi, Ewen. Merci. Du coup, je vais inviter Suzanne à prendre la parole parce que justement, donc, on parlait des fast-food. Donc, Suzanne, je veux bien que tu poses ta question par rapport à KFC et après que tu poses la question que tu avais mis plus tôt dans le chat. Oui, bonsoir. Du coup, effectivement, j'avais une question parce que j'étais allée sur votre site et effectivement, le KFC était vraiment mis en avant et aussi par rapport au Subway qui n'a pas encore fait l'effort au niveau de son engagement. Donc, en fait, moi, je me posais comme question s'il y avait bien effectivement des processus de vérification qui ont été mis en place pour justement le KFC et pour qu'ils respectent en fait bien l'engagement qu'ils ont mis en avant. Donc déjà pour KFC, c'est un engagement à horizon 2026. Donc c'est encore pas demain la veille. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans la filière poule pondeuse que ces engagements, ils conduisaient les filières à modifier vraiment leur structure, notamment par exemple sur l'élevage de poules pondeuses. L'élevage de poules pondeuses en cage, on est passé de 80% en 2008 à 47% aujourd'hui et ça continue de baisser. Donc ça a des effets très concrets sur les filières en tout cas. Et effectivement, on a un process de suivi avec les entreprises parce que, bah oui, on n'a pas envie de se faire greenwasher là-dessus. Et je pousserai même plus loin, c'est-à-dire que là, ils se sont engagés à ne plus utiliser en 2026, en tout cas, le pire des conditions d'élevage et d'abattage des poulets. Et puis maintenant, l'enjeu, ça va être des options qui ne tuent pas de poulet. Ce serait pas mal d'avoir ça en face dans toutes les chaînes de fast-food. Et effectivement, on a Subway qui n'est pas engagé, lui, aujourd'hui, qui utilise du poulet issu d'élevage intensif standard sans remettre ça en question, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Et c'est des petits pas, hein. Enfin, c'est vraiment des petites avancées. On est sur presque, pas tout à fait sur l'épaisseur du trait, parce que quand même, ça représente un très grand nombre d'animaux. Donc, à chaque fois qu'on arrive à faire qu'une condition d'élevage soit moins pire, ça a un impact sur un très grand nombre d'animaux. Donc, c'est quand même bon à prendre. Mais on est tout à fait conscient que c'est que le début du chemin, hein. Oui, c'est sûr. Mais oui. Et du coup, je pense que Suzanne, ton autre question pour clôturer le webinaire, en plus, ça sera parfait. Voilà, du coup, je me demandais aussi, pour rejoindre une association en fait telle que L214, est-ce qu'il faut avoir certaines qualifications plus précises ou est-ce que n'importe quelle personne pourrait venir contribuer à sa façon chez vous? Alors, ça dépend de quelle façon on contribue. Est-ce qu'on est bénévole ou est-ce qu'on est salarié? Bénévole, porte ouverte, tout le monde. Il y a toujours quelque chose à faire de ce côté-là. Côté salarié, on a tous eu des parcours très, très différents. Moi, j'ai été formée à être prof de physique appliquée à l'électricité. J'ai suivi une filière électronique, électrotech, automatisme. Voilà, donc tous les chemins mènent à Rome, on dit. Donc, voilà. Je me retrouve là maintenant dans cet assaut ici. Ceci dit, aujourd'hui, dans les embauches qu'on fait, autant au début, je pense qu'on recrutait essentiellement des gens parce qu'ils étaient super motivés et tout ça. La plupart, on était bénévoles
au début et pendant plusieurs années. Autant aujourd'hui, on a recruté par exemple des gens qui savent faire du graphisme. Ça ne s'invente pas. On a des gens qui sont comptables. On a des gens voilà, avec des compétences dont on a besoin aujourd'hui en interne. On a embauché une personne aussi sur la question des réseaux sociaux. Ben, voilà, elle s'y connaissait en réseaux sociaux. Alors que les premiers qui ont pris les réseaux sociaux, voilà, nos premiers posts et tout ça, bah, c'était nous, là, avec nos petits bras, à faire un peu comme tout le monde, à tâtonner, à savoir comment on se sert de tous ces outils et apprendre un peu au pied levé au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a tout un tas de corps de métiers qui peuvent apporter à la question animale. Je pense, dernièrement, j'ai croisé des économistes. Vous dites, bah, les économistes, voilà. Et ben, regardez Romain Espinoza, Nicolas Trèche. À Grenoble, vous avez Laurent Bègue qui a lancé le Lundi Vert. Il est dans les sciences sociales de mémoire. Donc, dans tous les métiers, même si vous vous destinez à la restauration, il y a ONA, restaurant étoilé maintenant au guide Michelin vegan. Enfin, voilà, il y a vraiment 1000 corps de métier aujourd'hui qui vous permettent de vous consacrer à la question animale, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Il y a vraiment... et puis, malheureusement, il y a de quoi faire. Il manque du monde, justement, pour pouvoir le faire bouger plus vite. Mais je dirais pareil sur les questions environnementales, sur les questions de justice sociale, sur les questions d'égalité. Voilà, il y a vraiment du travail. Notre monde qui a tout pour qu'on puisse vivre toutes et tous vraiment super, de façon super chouette. Aujourd'hui, on est encore un peu loin du compte. C'est vrai. Vous connaissez peut-être des sites aussi qui proposent ce genre de postes, des fois un peu variés, mais dans des associations tout de même, parce que c'est assez difficile quand même à trouver. Je trouve, ouais, c'est pas fréquent. Bah, ouais, c'est pas évident et je crois pas qu'il existe un site où on vous indique ce genre de métier. Nous, je sais qu'on publie nos annonces en ligne. Greenpeace le fait aussi. Plein d'autres assos, j'ai vu passer des offres d'emploi. Voilà, regardez parce que il y a pas mal d'assos qui recrutent. Et puis, bah, je pense que le bénévolat, c'est aussi un bon moyen de commencer à voir l'écosystème des associations, comment ça fonctionne, les besoins et tout ce genre de choses, quoi. Ça peut permettre d'être pertinent quand on postule. C'est toujours bien remarqué quand les gens ils ont déjà été un peu engagés, justement. La force des convictions et tout ça, elle s'apprécie aussi à ce niveau-là, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et vos informations. Merci à toi, Suzanne. Je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Merci beaucoup, Brigitte, d'avoir été là ce soir avec nous. Je pense que ça a été très instructif pour tout le monde. Je vous remets dans le chat, du coup, je vous ai mis le lien du site de L214. Je vous remets également donc, le lien de Together for Earth Grenoble, donc, qui est la structure qui organise le festival Game Over. Donc, n'hésitez pas à nous suivre également. On a également mis le lien de la chaîne YouTube sur laquelle il y aura la rediffusion de ce webinaire, mais aussi de tous ceux qu'il y a eu lors du festival. Donc, notamment, par exemple, celui qui était juste avant avec Lamia de Sea Shepherd. Si jamais vous voulez continuer à approfondir ces thématiques. Et du coup, demain, ça sera le dernier jour de ce festival avec un atelier autour du lobbying citoyen avec l'association Alternatiba. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans le coin de Grenoble. Et ensuite, on aura deux webinaires. Donc un premier à 15h45 autour de la responsabilité individuelle et comment, voilà, c'est quoi un peu le déclic qui pousse à l'action pour agir pour la transition écologique. Et on aura ensuite donc la clôture du festival avec une table ronde avec Camille Etienne, Geoffrey Coinon et Hugo Viel autour du film 12 France. Donc voilà, on espère vous y retrouver nombreux.
Merci à tous en tout cas d'avoir été là et merci. Moi Merci aussi, je Brigitte. voulais vous remercier pour votre écoute, pour vos questions, et puis à votre disposition, en tout cas, par le site de L214, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, et puis ce qui compte, c'est de faire. Voilà.